Souvent convoitée et meurtrie, l'Albanie occupe une place à part au cœur des Balkans. Libérée du dictateur communiste Enver Hoxha en 1985, les habitants rattrapent aujourd'hui le temps perdu avec appétit et fierté. Partout, des rives de l'Adriatique aux montagnes du Nord, ils font revivre leurs traditions et valorisent leur patrimoine historique et religieux. Dotée de paysages préservés et de généreuses ressources naturelles, l'Albanie a ouvert ses portes aux visiteurs et nous invite à découvrir toutes ses richesses. Avec à peine 3 millions d'habitants, le pays partage ses frontières orientales avec la Macédoine et la Grèce. Sa capitale, Tirana, est pratiquement située au centre de cette longue bande de terre bordée par l'Adriatique. On peine à imaginer que Tirana n'ait longtemps resté qu'un simple village, dont ne subsistent aujourd'hui que quelques vestiges antiques. L'essor de la capitale n'a débuté qu'en 1614 sous l'impulsion des Ottomans. La ville s'est alors peu à peu transformée en carrefour culturel et religieux. Du matin au soir, la place Skanderberg, située au centre de Tirana, foisonne d'énergie. Elle tire son nom d'un célèbre seigneur albanais du XVe siècle, Georges Kastrioti. Ce héros national, surnommé Skanderberg, a marqué l'histoire du pays en parvenant à résister aux Turcs jusqu'à sa mort. Le musée national historique lui rend hommage et retrace le long parcours de l'Albanie vers l'indépendance et la liberté. La place a toujours été un lieu de rassemblement de la population et le cœur névralgique de la ville. Le processus de rénovation de la ville a été lancé au début des années 2000. Il s'accélère depuis quelques années avec le retour d'une diaspora venue d'Italie. Inauguré en 1988 sur 17 000 m², ce curieux bâtiment, aux allures de pyramide aztèque, devait accueillir un musée à la gloire du dictateur Enver Hoxha, voire même son mausolée. Avec le retour de la démocratie, l'immeuble aurait dû être rasé, mais il a finalement été transformé en centre culturel. Il abrite notamment une chaîne de télévision et des écoles. À l'origine, les Albanais étaient chrétiens, puis chrétiens orthodoxes, avant de se convertir au XVe siècle à l'islam avec l'arrivée des Ottomans. Aujourd'hui, la cohabitation entre les communautés se fait avec beaucoup d'ouverture. La mosquée Namazgâh n'a été achevée qu'en 2022. Elle possède 4 minarets, ce qui est très rare dans le pays. Juste à côté, la cathédrale orthodoxe de la Résurrection du Christ est lui aussi un édifice récent, inauguré en 2012. Elle symbolise le retour à la liberté de croyance après 50 ans de dictature, durant lesquels toute pratique religieuse avait été bannie. L'édifice est imposant. Son dôme bleu s'élève à plus de 30 mètres de hauteur et la tour de l'horloge culmine à environ 46 mètres. Les icônes sont l'œuvre des moines du mont Athos, tout comme l'image du Christ située au centre de la coupole. Toujours à proximité, la cathédrale Saint-Paul, bien qu'initiée en 1994, n'a été consacrée qu'en 2002. Mère Teresa y est largement représentée à travers différentes œuvres. Elle avait du sang albanais et sa famille est venue s'installer dans le pays. Tout le quartier poursuit sa rénovation. L'ancien marché central de Tirana a été remplacé par le Pazari Iri, un nouveau bazar moderne qui est devenu un lieu à la mode pour faire ses courses et dont les étalages n'ont rien à envier aux autres capitales européennes. Le marché est toujours aussi fréquenté qu'il y a 200 ans.
Les visiteurs étrangers trouvent notamment toutes les spécialités culinaires des différentes régions, sans oublier leur artisanat. Animé du matin au soir, le nouveau bazar abrite aussi de nombreux cafés et restaurants très prisés. Mais pour mettre en valeur l'élan de modernité qui anime le pays ces dernières années, c'est tout un quartier traditionnel qui a disparu. Après la chute du communisme, Tirana était une ville très pauvre architecturalement. C'était une ville qui avait besoin de se développer et de s'étendre. Mais quelques années plus tard, des immeubles se sont construits autour de notre quartier. Et cela ne correspondait pas au style de Tirana. J'ai donc pensé à restaurer cette maison pour pouvoir conserver notre patrimoine. Je suis issu d'une famille qui a beaucoup souffert pendant le système communiste. J'habite encore dans l'une des plus vieilles maisons de Tirana, construite il y a environ 250-300 ans. Elle a été construite par mes ancêtres, mes arrière-arrière-grands-parents. Pendant toutes les années de dictature, personne n'avait les moyens d'entretenir la demeure comme elle l'exigeait. Jimmy a dû financer seul tous les travaux de restauration. Le palais présidentiel, qui date de la Seconde Guerre mondiale, porte l'empreinte de l'italien Mussolini lorsqu'il occupait le pays. Un peu partout dans le centre-ville, des architectures audacieuses côtoient des bâtiments de l'ère soviétique et créent un contraste saisissant. Le dictateur Enver Hoxha a laissé de nombreuses traces de sa folie et de sa paranoïa, en maillant le sous-sol de la capitale d'abris anti-atomiques. Ceux-ci étaient réservés à la nomenclatura et à ses proches. Des galeries reliaient les bâtiments ministériels aux bunkers. L'une d'elles allait même jusqu'à la montagne pour atteindre un bunker géant. Le Bunkert 2 est un musée à l'atmosphère pesante, majoritairement fréquenté par des touristes étrangers. Les Albanais ne sont pas encore prêts à se replonger dans ce passé si récent. Le Bunkert 1 est quasiment invisible de l'extérieur, incrusté dans la montagne sur 2700 mètres carrés. Il s'étend sur 5 niveaux souterrains et comprend 106 chambres ainsi qu'une salle de réunion. Tout a été conservé dans son état. Le plus étonnant est que le grand public à l'époque ignorait tout de l'existence de ce maillage spectaculaire et incongru. Dans ce musée, l'expression artistique est aussi une source de résilience. C'est un musée que nous avons dédié aux artistes qui ont été poursuivis, persécutés, emprisonnés, tués durant le régime communiste. Nous avons souhaité montrer toutes les souffrances et les douleurs endurées à cette époque, pour dire aux jeunes ce que signifiait l'absence de liberté. Tirana s'épanouit désormais autour de ses nouveaux quartiers modernes et d'un vaste lac, refuge de tranquillité. À 1 heure de route de la capitale, Krucha est une ville importante pour l'Albanie. Ses hauteurs abritent un lieu saint pour les Bektashi,
une branche de l'islam dérivée du soufisme. Il aurait été créé par le derviche turc Sari Saltik. Ce lieu de culte est appelé Tekke. Ici reposent les plus grands derviches de la communauté, dont Haji Mustafa Baba, qui est considéré comme un saint. La présence de fresques et d'inscriptions en arabe, en persan et en turc ancien souligne la fréquentation très ancienne du site. Creusé dans la roche, c'est un lieu de pèlerinage incontournable pour toute la communauté Bektashi. Au IVe siècle, Krouchtcha était déjà une forteresse illyrienne grâce à un emplacement spectaculaire qui lui permettait de contrôler l'accès par la mer. C'est ici que s'est constitué le premier État féodal albanais au XIIe siècle. Et c'est également dans cette forteresse que Skanderberg a mené sa résistance contre les Ottomans au XVe siècle. Le bazar ottoman est toujours aussi vivant. Il a su par ailleurs conserver une partie de son artisanat traditionnel. Les liens entre l'Italie et l'Albanie sont étroits. Ils remontent à la fin du Moyen Âge et se sont encore renforcés après la dictature, lorsque de nombreux Albanais ont émigré en Italie. Le retour des exilés offre l'occasion d'organiser de grandes fêtes et de perpétuer ainsi leur folklore. L'art du tapis, qui remonte bien entendu à l'époque ottomane, est encore bien présent à Krouchtcha. Et ici, ce savoir-faire se transmet de mère en fille. Le kilim, que l'on retrouve dans toutes les maisons albanaises, est un tapis tissé au lieu d'être noué. Sur mes tapis, j'utilise des motifs traditionnels albanais. Je les ai appris de ma mère. Par exemple, celui-ci représente l'aigle, que l'on retrouve aussi dans de nombreux bâtiments historiques. L'artisanat albanais se décline aussi dans le travail de la laine. Le façonnage du feutre est un savoir-faire en voie de disparition. Ndrisim Gouni fait partie des 2 ou 3 derniers artisans dans le pays à réaliser des chaussons et des coiffes traditionnelles entièrement à la main. Toute la lignée familiale s'est succédée dans cet atelier. Nous sommes ici au vieux bazar de Krouchtcha. C'est un métier qui se transmet de père en fils dans ma famille. Et je pense que cela fait plus de 7 générations maintenant. Je continue à travailler de la même façon que mes ancêtres, il y a des centaines d'années. Tout est encore exécuté à la main. Et je pense que cela peut continuer ainsi, mais je ne sais pas pour combien de temps. Avec le changement climatique, l'approvisionnement en laine de mouton pourrait devenir un sujet important. Cette année, en raison des vagues de canicule précoces, les bergers ont failli perdre des bêtes étourdies par la chaleur. Ils ont donc avancé de près d'1 mois la période de tonte, dès la fin mai pour certains. Ndrissim et son fils façonnent des chaussons en feutre très recherchés pour leur confort l'hiver. Le kelesh, ce couvre-chef de couleur blanche, est un élément d'identification très important chez les Albanais. Selon sa forme et sa hauteur, il indique la région d'origine de son propriétaire. Une fois façonné, le kelesh est posé sur un gabarit en bois
pour consolider sa forme définitive, avant de réaliser les finitions. En remontant vers le nord, le village de Fichte abrite plusieurs ateliers de poterie. Déjà parce que l'on y trouve une terre de qualité à proximité, mais aussi parce que les ménages du pays continuent d'utiliser des récipients en matériaux naturels pour leur cuisine. La terre que j'utilise vient de la montagne. On la stocke ici où elle sera travaillée pendant l'été. Nous commençons par la nettoyer des impuretés comme les pierres ou les racines. Nous la faisons sécher en juillet et en août et ainsi nous pourrons la travailler tout au long de l'année. Avec son frère Asile, il réalise différents ustensiles destinés aux restaurants à travers le pays, qui recherchent des objets traditionnels pour leur service. Ils en exportent une partie aussi vers le Kosovo. La part de la production destinée aux touristes devient de plus en plus significative. Malgré une nature splendide, Fichte et les villages alentours perdaient peu à peu leur population jusqu'à une époque récente. Il y a quelques années, les frères Pringa ont décidé de quitter l'Italie où ils s'étaient réfugiés pour créer un complexe d'agrotourisme. Le succès a été immédiat, redonnant un élan inespéré à toute une région. Beaucoup de petits producteurs locaux travaillent pour le site où l'on met en valeur, à travers des chambres d'hôtes et une cuisine locale, tous les produits fermiers des environs. Plusieurs bâtisses ont été habilement restaurées. J'ai décidé de transformer une vieille maison construite dans les années 60 en une maison d'hôtes. C'était une vieille bâtisse qui était à l'abandon. Elle avait été construite par mon grand-père. Le succès des frères Prenga a développé un tourisme vert inédit qui a entraîné dans son sillage d'autres villages. Le temps est venu de récolter les roses du jardin. En cette fin avril, le soleil n'est pas encore trop chaud et on peut encore le faire dans le courant de la matinée. Les fleurs serviront à préparer de l'eau de rose. Cette ancienne prison rénovée est désormais le cœur de l'activité du complexe agrotouristique. Pendant la dictature, nous n'étions ni des villageois ni des fermiers, mais des employés de l'État dans ce village. Nous n'étions pas des paysans. La rénovation de la prison et sa reconversion en un centre de production de produits fermiers est un symbole fort de la renaissance du métier de paysan. En le faisant bien, on peut aussi gagner sa vie comme paysan. Le jardinier nettoie sa précieuse cueillette avant le long travail de patience qui l'attend. Il va devoir introduire chaque pétale dans les bouteilles. Après avoir macéré un moment, ce jus de rose sera servi aux hôtes comme verre de bienvenue.
Cette ancienne prison était un bagne où l'on forçait les gens à travailler durement. Le lieu a complètement changé de nature et de rythme. Tôt le matin, les éleveurs de la région apportent leur production de lait à la fromagerie. Nous avons une centaine de fermiers des environs qui fournissent quotidiennement leur lait, que ce soit du lait de vache ou du lait de brebis. On prend leur lait et on le transforme. Le début de la matinée est un balai incessant de motos et de différents types de véhicules, tous chargés de lait. La majeure partie du fromage produit ici est un fromage blanc assez proche de la feta, qui sera vendu à Tirana. Une autre partie sera exportée vers les pays voisins. Dans cette pièce, ce sont des diatei bardés que l'on retrouve souvent dans la cuisine balkanique. Les tomes vont s'affiner dans une cave à l'abri de la lumière et de la chaleur. On produit 3 ou 4 types de fromages différents, du brie, du cache-caval de chèvre et de vache, de la feta de chèvre et de vache. On fait également des yaourts, du fromage blanc battu et du lait caillé. Dans ce fumoir que l'on est en train d'allumer, ce sont des petits fromages de brebis qui en ressortiront bien secs. Tout comme ces jambons qui vont partir pour leur première maturation. Les tables d'hôtes seront magnifiquement garnies par tous ces produits fermiers pour un festin original et savoureux. Ici, ce ne sont pas tant les vins qui sortent de l'ordinaire, mais plutôt la méthode employée pour désherber les vignes et les enrichir de fumier naturel. En pilotage automatique, cette armée d'oies prend possession des vignes dans un étonnant balai. Nous partons maintenant dans le nord du pays, vers une région plus montagneuse, autour de la ville de Puka. Les Alpes albanaises n'ont pas connu d'emblée le même essor que les grandes villes après la dictature. Située à 800 mètres d'altitude, Puka a toujours été réputée pour la qualité de son air. Plusieurs sanatoriums y avaient même été construits. Grâce à une aide récente de l'Europe, la ville a pu rénover complètement son centre pour le rendre plus attrayant.
Ces dernières années, la création d'hôtels et l'attrait de la montagne ont attiré un nombre record de visiteurs. Cette embellie économique génère de nouveaux emplois et garantit des perspectives plus sereines pour l'avenir de la région. Puka et ses environs sont aussi la terre d'élection d'un grand poète albanais, Miloš Gjergj Nikola, surnommé Migjeni. Il a été l'un des auteurs majeurs du courant progressiste et a enseigné à Puka, avant de décéder prématurément à 26 ans de la tuberculose. Le lac de Puka a connu une renaissance spectaculaire. Il y a encore quelques années, ce n'était qu'un marais qui faisait office de décharge. Comme souvent dans les zones montagneuses où l'on trouve une eau de grande qualité, des brasseurs ont créé ici une bière artisanale renommée, la Bira Puka. Abandonnée pendant quelques années, la recette ne s'est heureusement pas perdue et la fameuse bière connaît aujourd'hui une reconnaissance internationale. Fran Geoguta en est l'expert. Il en connaît les dosages, les mélanges et suit l'ensemble des opérations avec attention. La particularité de cette bière est que nous utilisons une eau de très bonne qualité. Il en est de même avec le houblon, également très bon. Nous nous sommes fait beaucoup d'amis, aussi bien en Albanie qu'à l'étranger, car notre bière possède vraiment un goût particulier, grâce à nos arômes et à la levure. Le delta du fleuve Drin, face à l'Adriatique, génère de splendides lagunes. Elles font partie de la réserve naturelle Cune-Vaintale qui s'étend sur près de 44 km². Créée en 2010, cette réserve est identifiée comme une zone importante de nidification pour les oiseaux. À la fin avril, les flamants roses profitent de ces espaces d'exception. Bientôt, certains d'entre eux regagneront des étendues d'eau situées plus au nord pour fuir la canicule estivale. Plus au sud, la lagune de Patok possède une biodiversité marine remarquable. Son fragile écosystème a été bouleversé par les activités humaines comme la construction d'un barrage ou la déforestation. Mais aujourd'hui, elle a retrouvé un équilibre précieux. Autre lagune, celle de Karavasta est l'une des plus importantes de l'Adriatique. Séparée de la mer par une large bande de sable, elle a été classée parc national sur l'ensemble de sa superficie et profite ainsi d'une entière protection. Seules quelques maisons et filets de pêcheurs révèlent dans le paysage l'intervention de l'homme. En poursuivant notre route le long du littoral vers le sud, à proximité de la ville de Fier, on découvre Apollonia d'Illyrie, le plus grand site archéologique d'Albanie. La découverte du lieu et sa mise en valeur sont assez récentes. Les premiers sondages n'ont eu lieu qu'en 1918 et les premières fouilles en 1923. On se trouve à Apollonia d'Illyrie, qui se trouve sur la côte est de l'Adriatique, dans l'Albanie actuelle,
donc pas loin du canal d'Otrante, en face de l'Italie du Sud, donc dans un site qui est fondé par les Grecs des Corinthiennes qui se sont installés vers 600 avant Jésus-Christ sur cette colline, et la ville a continué jusqu'au IVe siècle de notre ère. Rapidement après sa création, Apollonia s'est affirmée comme une ville prospère, notamment grâce à l'agriculture et au commerce des esclaves. Loin d'être achevée, les fouilles ont mis en valeur une cité très sophistiquée pour l'époque. Le monastère, beaucoup plus récent, remonte à l'époque médiévale. Il abrite aujourd'hui le musée archéologique. Apollonia était habitée d'abord par des locaux, comme c'était les Taulantis, les Illyriennes, qui accueillent ou qui invitent, entre guillemets, ces amis grecs qui dominent la Méditerranée pour fonder une ville à l'honneur du dieu grec Apollon. Depuis 1992, les fouilles interrompues pendant la dictature ont repris et dévoilent de nouveaux trésors. Comme avaient pu l'apprécier les Grecs puis les Romains, l'Albanie est une terre de vin. Un peu plus à l'est d'Apollonia, le domaine viticole de Nour El Hari est une référence pour les connaisseurs. Les vignes sont dominées par le Cabernet, le Sauvignon et le Merlot. 30 000 bouteilles sont produites ici chaque année, principalement du vin rouge. Les chais n'ont rien à envier aux grandes maisons françaises. Ils ont été dessinés par un architecte argentin très impliqué dans le vin. Nous sommes spécialisés dans les cépages albanais de cette région, mais nous cultivons aussi des cépages tels que le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Montepulciano. Et en ce qui concerne les cépages albanais, nous avons le Pouls de Berat, qui lui est 100% autochtone, le Débine blanc et noir, le Sérine noir, qui sont tous également des cépages albanais. À proximité, Berat est l'une des plus vieilles villes du pays et l'une des plus visitées. Elle est dominée par un château, le Cala, dont les fondations d'origine remontent au IVe siècle avant Jésus-Christ. Comme le rappelle cette représentation de l'empereur romain Constantin le Grand. La forteresse est passée notamment entre les mains des Romains, des Bulgares, avant d'être rattachée à l'Empire ottoman en 1417. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle possède des lieux de culte qui renferment des trésors, encastrés dans une vallée profonde creusée par les eaux de l'Ossum. Elle ne laisse pas le visiteur indifférent. Baptisée la ville aux 1000 fenêtres, Berat est connue pour ses rangées de maisons blanches de style ottoman, percées de multiples ouvertures. Les façades descendent en terrasses de part et d'autre de la rivière Ossum jusqu'aux berges, remarquablement conservées. En ce début mai, les préparatifs des célébrations de la Pâque orthodoxe mobilisent une bonne partie de la ville. Édifiée en 1797, la cathédrale de la Dormition est l'un des rares lieux de culte à ne pas avoir été laissé à l'abandon pendant la dictature. Elle abrite de nombreuses œuvres, dont une superbe iconostase, une cloison décorée qui sépare la nef du sanctuaire datant du XIXe siècle. La cathédrale accueille aussi, depuis 2016, un musée comprenant 200 œuvres issues des églises et monastères de Berat et de ses environs. Le bâtiment principal de la cathédrale a été reconstruit après 1996.
Il s'agit de la semaine la plus importante de l'Église orthodoxe. C'est la semaine des grandes Pâques où Jésus-Christ, notre Sauveur, a été arrêté, maltraité et crucifié. Derrière moi se trouve l'épitaphe qui symbolise sa tombe. Le vendredi saint, les fidèles doivent passer 3 fois sous l'épitaphe qui symbolise le tombeau du Christ afin de recevoir la grâce divine qui leur portera chance toute l'année. Dans le quartier de Gorica, l'église Saint-Spiridon est aussi en prière. Les 2 églises orthodoxes vont se réunir pour partir en procession. À la tombée de la nuit, dès la messe funèbre terminée, la procession va débuter. À la lueur des bougies et des chants funèbres, l'épitaphe commence doucement à se déplacer à travers les rues et part à la rencontre de l'épitaphe de l'autre église, où ils entament en commun de nouveaux cantiques. Chaque épitaphe regagnera ensuite son église respective. Les célébrations se poursuivront jusqu'au dimanche. En poursuivant notre itinéraire vers le sud, nous découvrons Permette. La ville, détruite à plusieurs reprises, n'a pas les atouts architecturaux de Berat. Mais elle détient de savoureuses spécialités culinaires comme le gliko, une sucrerie que l'on peut préparer avec des pétales de rose confits. On trouve toutes sortes de gliko, à base de prunes, de figues ou d'abricots par exemple. Certains sont fourrés d'amandes. Plongé dans du sirop de sucre sans caramélisation, le fruit conserve ainsi toute sa consistance et son goût. La saison commence en avril avec la figue verte, suivie des pétales de rose, sans oublier à l'automne le gliko de noix qui connaît un grand succès. On trouve aussi des glikos à l'aubergine, à la tomate ou à la courgette, sans oublier un riche éventail de pâtes de fruits. Depuis 1992, l'atelier propose 14 types de gliko. Son label Slow Food reconnaît l'éco-gastronomie de la production, bonne, propre et juste. Nos fruits proviennent uniquement des environs de Permette, parce que c'est d'abord une tradition qui est originaire de ce village, et ensuite parce que les cultivateurs font en sorte que leurs fruits conviennent au gliko.
Gjirokastër est une autre ville importante du pays. Sa citadelle embrasse la vaste et fertile vallée du Drin. Tout comme à Béra, des vestiges datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, situés à proximité, attestent que les lieux étaient habités bien avant l'ère romaine. La longue occupation de la cité par les Ottomans jusqu'en 1811 se remarque dans son architecture et ses nombreux bazars. Bastion de la résistance, c'est d'ici qu'a été réclamée dès 1880 la création d'un État albanais autonome. À l'époque byzantine, Gjirokastër était surnommée la ville d'argent, au regard de ses toits caractéristiques qui luisaient par temps de pluie tel du métal. Les règles de construction sont encore aujourd'hui assez strictes dans le centre historique, et chaque toiture doit être en lauze, la pierre d'origine. Haris Husso est l'un des derniers tailleurs de pierre couvreurs des environs. Cela fait 43 ans qu'il restaure les demeures de la ville. Le travail est physique. Il a avec lui une équipe de 3 à 4 personnes suivant les jours. À la suite de la reconnaissance de la ville par l'UNESCO, le travail a augmenté. S'en est suivi un boom touristique avec, là encore, une augmentation de la demande de restauration des toitures. Nous continuons à travailler tous les jours en conservant le même rythme, mais nous avons un problème, car en dehors de quelques personnes de mon âge, il y en a très peu qui prennent la relève. Par passion, mais aussi pour améliorer son quotidien, Haris a transformé sa maison en petite exploitation familiale. Je possède quelques ruches. J'ai 2 chèvres, j'ai aussi des poules. Je fais de l'eau de vie, du raki, je suis producteur de miel, de vin. J'ai également un potager pour les légumes. Après ma journée de travail, je commence mon 2e travail chez moi. Une grande partie de sa production est destinée aux amis de passage. Le reste sera vendu aux touristes. Ces ruches font partie des quelques 360 000 unités que compte le pays. Chacune produit environ 10 kg de miel selon les conditions météo. Haris est fier de sa colonie. Ses cadres sont largement garnis. Tout le monde garde en mémoire les années 2016 et 2017, où 40% des ruches du pays avaient disparu. En cause, l'attaque sévère d'un acarien, mais aussi l'utilisation massive d'un néonicotinoïde, véritable tueur d'abeilles. Toujours dans le sud, nous rejoignons maintenant la côte adriatique qui recèle des lieux splendides. Butrint a quelque chose de fascinant. Cité antique portuaire, elle représente à elle seule un panorama historique du monde méditerranéen. Imaginez du peu. Bâtie au 7e siècle avant Jésus-Christ, elle a vu défiler les cultures et les civilisations hellénistiques, romaines, byzantines, vénitiennes et ottomanes. La plupart des monuments visibles aujourd'hui ont été découverts par la mission archéologique italienne dirigée par Luigi Ugolini. Les chercheurs ont minutieusement fouillé cette terre pendant près de 10 ans, au début du XXe siècle. C'est ici aussi que se situe ce que l'on appelle la Riviera albanaise.
La baie de Ksamil possède en effet tous les atouts pour profiter des rivages et des plages de l'Adriatique. Saranda représentait un port important pour la tribu grecque des Chaoniens. Et malgré son développement touristique, elle est restée une base active pour tous les pêcheurs de la région. Les habitués savent qu'ils pourront trouver directement le meilleur choix sur les bateaux à quai en début de matinée. Une partie de la pêche est déjà réservée par les restaurants, mais le choix reste abondant. Poulpes, bars, maquereaux, sardines, on trouve un peu de tout sur ces marchés flottants improvisés. Équipé simplement d'une balance de pesage, il vend lui-même et sans difficulté la pêche du jour. La ville ayant été bombardée à plusieurs reprises, il reste peu de traces du passé de Saranda. Avec ses nombreuses résidences hôtelières et sa promenade du front de mer, elle est aujourd'hui l'une des principales stations balnéaires du pays. Juste en face, l'île grecque de Corfou attire aussi de nombreux touristes venus en excursion pour la journée. En période estivale, l'Albanie profite de la saturation de destinations traditionnelles telles que la Grèce ou la Croatie pour proposer une alternative originale bien moins fréquentée. Le temple Bektashi de Saranda est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, il a été érigé dans un cadre idyllique, face à l'Adriatique. Mais le temple donne aussi l'occasion de découvrir cette branche méconnue de l'islam, proche du soufisme. Une salle de prière y accueille les musulmans traditionnels avec une Kaaba orientée vers la Mecque, ainsi que des fontaines pour procéder aux ablutions. Au sous-sol, un musée réunit notamment des reliques ayant appartenu à Reshat Bardi, dont le temple porte le nom. Il était le chef religieux des Bektashi de 1991 à 2011. Sur les hauteurs de la Riviera albanaise, perché à 450 mètres sur les pentes du mont Givlash, le village de Keparo revit peu à peu. Il y a quelques années, abandonné de ses habitants, il présentait tous les traits d'un village fantôme. Avec la réouverture politique et économique du pays, les maisons anciennes ont été rachetées par des investisseurs étrangers pour servir de gîtes et de chambres d'hôtes. Les commerces ont ainsi commencé à réouvrir. Le village était autrefois renommé pour sa production d'huile d'olive. C'est désormais le tourisme qui en est le moteur économique. À quelques kilomètres, la baie de Porto Palermo est elle aussi un havre de paix. Son fort, érigé sur une presqu'île, domine le paysage. Ali Pacha fit construire cet édifice au début du XIXe siècle sur un site déjà fortifié auparavant par les Vénitiens. Utilisé comme prison à l'époque du roi Zog Ier, puis plus tard par les Italiens,
Elle servit d'entrepôt à l'armée albanaise pendant la période communiste, ce qui explique son excellent état de conservation. Un peu plus au nord, la plage de Gjipé n'est plus le secret le mieux gardé d'Albanie. Ce canyon spectaculaire entouré de falaises surplombant une eau cristalline fait depuis longtemps le bonheur des réseaux sociaux. Son accès un peu compliqué la préserve cependant des fortes affluences. Un peu sur les hauteurs, le village de Dermi est construit sur une pente des montagnes Séroniennes, à environ 200 mètres d'altitude. Ici, la plupart des habitants parlent une variante du dialecte grec limariote. Le village compte à lui tout seul une trentaine d'églises orthodoxes. C'est depuis cet écrin entre le ciel et la mer que nous quittons l'Albanie, avec le sentiment d'avoir réalisé une belle découverte. Un pays marqué par son passé, mais résolument tourné vers l'avenir, sans doute une des pépites de l'Adriatique.